19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélangent une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait, les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Bienvenue à tous et à toutes autour de ce comptoir. Ce lieu où chaque émission est un breuvage unique à savourer sans modération. Ici, nous ne servons pas que des mots, mais des idées distillées avec soin, des anecdotes frappées au shaker de la curiosité et des réflexions émulsionnées avec une pointe d'ironie. Le tout bien sûr servi dans une ambiance chaleureuse et bon enfant comme toujours. Bienvenue aux braves certifiés, aux braves vérifiés, aux mécènes, mais aussi à ceux qui ne sont pas braves, ou pas encore. Ce soir, laissez-moi vous présenter nos 3 barman d'élite, chacun prêt à vous concocter sa spécialité. Nous aurons Audric, notre alchimiste de la soirée. Il s'intéresse aux valeurs qui scintillent et aux systèmes qui les soutiennent, entre normes intemporelles et transformations modernes. Une plongée fascinante dans ce qui fait tourner le monde. Bonsoir Audric, comment vas-tu ? Bonsoir Ambrose et bonsoir à tous. Bonsoir à tous les braves et à tous les occidentaux qui pensent bien. Je vais bien, merci. Alors, j'ai dit bonsoir d'ailleurs, mais bon, les gens peuvent nous écouter en pleine journée, donc salutations de manière générale, on va dire plutôt. Donc ça fait plaisir de te revoir. Et voilà, j'ai teasé un peu ta chronique, mais ceux qui ont déjà écouté les épisodes précédents savent de quoi tu parles et de quoi tu vas parler, mais bien sûr, nous le découvrirons, le moment venu. Et ensuite, nous enchaînerons avec Mathieu, l'orfèvre du détail. Il vous réserve une chronique aussi précise qu'un mécanisme d'horlogerie. C'est un hommage au génie et à l'innovation, servi avec la rigueur et la passion d'un artisan d'exception. Salutations à toi Mathieu, comment vas-tu ? Salut mon brave Ambrose, ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien, de retour à nouveau, parce que l'épisode précédent, oui, tu es passé à la trappe. Ouais, je suis pas très assidu en ce moment et je m'en excuse. Oh mais en tout cas, c'est toujours avec plaisir que l'on te retrouve. Nous continuerons ta chronique Génie occidental, génies occidentaux, avec ton personnage surprise. Nous le découvrirons le moment venu. Et enfin, le retour de Duchassis, notre explorateur intrépide qui nous invite à découvrir un univers où l'élégance et l'aventure se mêlent et où chaque page tournée est un saut dans l'imaginaire. Qu'a-t-il à nous proposer derrière son zinc ?
Je ne vous en dis pas plus, mais il semblerait qu'il s'agisse d'un mélange subtil de mystère et de tradition. Salutations à toi, Duchâssis, heureux de te revoir, comment vas-tu ? Eh bien le bonsoir, bien le bonjour à tous, à tous mes petits farfadets. Les petits farfadets, c'est sympathique. Alors, donc tu vas bien ? Oui, bien, merci. J'espère que toi aussi. Ça va toujours aussi bien depuis que j'ai répondu à Mathieu. Donc, ravi de te revoir parmi nous et je suis impatient d'écouter ta chronique qui va grandement changer de la précédente, puisque la précédente était plus scientifique, mais cette fois-ci, on va être un peu plus pop culture. Exactement. Et je suis impatient. Alors, donc, je vais proposer à nos auditeurs de s'installer confortablement et de commander leur breuvage favori et de se laisser emporter par ce menu éclectique conçu pour éveiller l'esprit et titiller l'imagination. Mais, avant toute chose, je vais quand même rappeler, comme il se doit, que si vous souhaitez en savoir plus sur les Braves, nous vous invitons à vous rendre tout d'abord sur le site officiel Les Braves, www.lesbraves.org, les Braves au pluriel, bien sûr. Ensuite, pour suivre l'actualité de la communauté, vous pouvez rejoindre le canal Telegram des Braves à l'adresse suivante t.me/lesbraves, au pluriel t.me/lesbraves, où il n'y a pas seulement de l'actualité, bien sûr, mais aussi de temps en temps des lives, comme notre terrasse, qui est une espèce de comptoir en direct, où, comme d'habitude, joie, bonne humeur sont au rendez-vous sur des thématiques très éclectiques. Et bien sûr, nous avons la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes très certainement pour écouter ce podcast. C'est youtube.com/lesbraves au pluriel. Et puis pour finir, si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre à l'adresse www.lesbraves.org/soutien où vous pourrez nous faire un petit don. Et si vous le souhaitez, nous laisser un message que nous lirons lors de l'émission suivante. Eh bien écoutez, je pense que tout est dit, donc nous pouvons nous plonger directement dans l'émission et commencer avec notre ami Audric. Rebonjour Audric. Salut Ambrose. Qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir ? Eh ben, je nous ai préparé la suite de mes chroniques précédentes. Donc, je m'étais lancé dans une suite de chroniques qui, j'essaye de faire au mieux, tenter d'expliquer le Bitcoin à mes camarades braves. Et bon. On était reparti très loin. On était reparti sur l'origine un peu de la monnaie, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas nous présenter le Bitcoin sans avoir quand même préparé le terrain avec le background. Le Bitcoin est une nouvelle forme de monnaie. Et pour comprendre le Bitcoin, il faut donc se demander d'abord qu'est-ce que la monnaie. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. C'est pour ça qu'on a remonté aux origines de la monnaie dans ma première chronique, en parlant de toutes les monnaies préhistoriques. Même les coquillages. Les coquillages, les fèves de cacao, le blé, le bétail, tout pouvait servir de monnaie. D'ailleurs, tout peut servir de monnaie. On peut échanger... je peux échanger mon travail, je peux échanger quelque chose contre un autre objet. Donc tout peut être utilisé comme un moyen d'échange et donc avoir une valeur monétaire en quelque sorte. Mais quand on parle de la monnaie, on parle de un bien qui est utilisé par une population comme un moyen d'échange, mais pas que. Comme aussi une unité de compte. On se met à tout compter en ce bien particulier, en la monnaie. Et bien sûr, une réserve de valeur, quelque chose qui nous permet de nous projeter dans le temps. Dans ma première chronique, on a vu les monnaies primitives, et ensuite, on a compris que toutes ces monnaies primitives s'éliminaient les unes après les autres, au fur et à mesure que les communautés humaines créaient des liens, et des liens commerciaux, etc. Que la civilisation évoluait, en fait, voilà. C'est-à-dire que les liens commerciaux commençaient à s'établir, et que les gens n'étaient plus en autarcie, n'étaient plus isolés. On a vu que c'est principalement les métaux précieux qui se sont imposés comme monnaie au fil des siècles. Pourquoi ? Parce que c'est les métaux précieux qui possèdent les propriétés parfaites pour être cette monnaie, pour être ce moyen d'échange, cette unité de compte et cette réserve de valeur. Pourquoi ? Est-ce que tu te souviens, Ambrose, de ma chronique ?
Non, pas trop. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, mais à chaque fois... Petit rappel, bref. Je me permets quand même de préciser que je suis quelqu'un qui essaye de s'intéresser à tout ça, mais chez qui, en fait, ça ne s'imprime pas, malheureusement. Et c'est pas faute d'essayer de m'y intéresser. Donc, petite piqûre de rappel, je ne suis pas contre. Et oui, voilà. C'est pour ça que je fais toutes ces petites piqûres de rappel en début de chronique, parce que c'est important. L'or, l'argent et à moindre mesure le cuivre se sont imposés comme monnaie. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent des propriétés idéales. Ils sont portables, durables, divisibles, fongibles. Fongibles, c'est-à-dire qu'on peut les échanger l'un l'autre d'une manière indistinguée. Et donc, ils sont devenus des monnaies. Et c'est surtout une invention particulière qui les a fait gagner d'une manière incontestée. C'est l'invention des pièces. Et oui, les pièces qu'on attribue à Crésus, le roi lydien en moins 700, permis aux métaux précieux de posséder un poids particulier qui facilite l'échange. Si on sait que toutes les pièces font 2 grammes, c'est beaucoup plus facile. On n'a plus besoin de les peser. On n'a plus besoin de vérifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sceau du roi qui a émis ses pièces dessus. Donc il y a quelque chose, il y a une confiance là-dessus. Riche comme Crésus. Hein. Riche comme Crésus, d'où cette expression exactement. L'homme, on dit, le plus riche de l'Antiquité, je crois. Mais pourquoi, puisque toutes les monnaies primitives se sont éliminées, pourquoi il en reste que 2 ? Pourquoi l'argent ? Pourquoi pas seulement l'or, en fait ? Parce que si on suit cette logique, justement, que la monnaie tend vers un bien, pourquoi on aurait besoin de l'argent ? Eh bien, tout simplement parce que l'or, étant tellement rare et tellement dur à extraire, plus que l'argent, eh bien, il est trop rare. Il est trop rare et donc les pièces d'or ont trop de valeur. Et il était donc nécessaire d'utiliser des pièces d'argent pour faire des plus petites transactions du quotidien. Donc le problème de l'or étant pas assez divisible, il lui fallait l'argent comme son petit frère. D'ailleurs, une petite question en passant. Oui. Si je me souviens bien, tu avais expliqué aussi qu'il y avait la fabrication progressivement de moins en moins bonne qualité de pièces d'or pour en produire plus, c'était ça ? Oui, voilà, on a eu des périodes. L'inflation n'est pas un phénomène récent. L'inflation, justement, c'est un problème contre lequel l'humanité se bat depuis toujours. Les autorités en place ont toujours fait preuve d'abus de pouvoir, et l'argent c'est le pouvoir. L'argent, la monnaie, je veux dire la monnaie c'est le pouvoir, et donc d'évaluer la monnaie, c'est-à-dire créer plus d'argent à partir de rien. Ils utilisaient ce système où ils récoltaient des pièces de monnaie, les refondaient et en refrappaient des pièces de monnaie avec moins de quantité de métaux précieux à l'intérieur, ce qui leur permettait d'avoir plus de pièces de monnaie qu'ils n'avaient à la base. Ils créaient de l'argent en quelque sorte à partir de rien. Et ça, la fameuse planche à billets aujourd'hui. C'est la fameuse planche à billets d'aujourd'hui dont je vais en parler dans cette chronique. Grosso modo, l'humanité, depuis moins 700 à peu près, était donc dans un système bimétallique. Donc la monnaie du quotidien était surtout l'argent, voire même le cuivre dans les endroits les plus pauvres. Comme vous pouvez le croire, les serfs du Moyen-Âge n'avaient pas tant de pièces d'argent que ça, ils utilisaient surtout des pièces de cuivre, qui est un moyen d'épargne pas très efficace, on va dire. Et du coup, l'épargne et les très grosses transactions se faisaient en or pour les riches. Tout comme les pièces de monnaie étaient l'invention qui a fait que les métaux précieux ont gagné la course de la monnaie à l'Antiquité, nous arrivons au 19e siècle et la monnaie papier, en plus de 2 inventions, firent que l'or uniquement devint la monnaie et éclipsa l'argent. Est-ce que vous pouvez savoir quelles sont ces inventions ? Est-ce que vous pouvez deviner ? La signa ? Déjà, je dirais qu'il faudrait l'imprimerie. Non, j'ai déjà parlé des... Ah oui, c'est vrai, on en a parlé. Non, la presse imprimée, ça date de Gutenberg, c'est bien avant. Là, on est au 19e siècle. Je vais vous donner la réponse, ça sera le train et le télégraphe. Et oui, c'est la rapidité des transports et de communication qui ont permis aux banques de communiquer entre elles et donc de s'envoyer des paiements sur longue distance avec des débits et des crédits de compte sur jeu d'écriture comptable. Donc, désormais, au 19e siècle, les banques sont des banques de dépôt. On peut laisser son or à la banque et utiliser les papiers, les billets et les chèques pour utiliser l'or à tout type d'échelle. Ce qui permet d'utiliser l'or pour faire des paiements de toute taille. Et j'ai envie de dire, et nous on se plaint
d'un paiement carte bleue qui met 30 secondes à être fait, tu sais. Je me projette à l'époque du train et du télégraphe. C'était quand même autre chose. Non, les paiements étaient en fait instantanés entre les banques parce qu'en fait, les paiements étaient instantanés, ils se débitaient, se créditaient sur leur feuille comptable, mais ensuite les règlements finaux étaient faits par cargo d'or, par train ou par bateau, in fine, quand la quantité était suffisante et qu'ils décidaient de faire leur règlement, je sais pas, une fois par an ou plusieurs fois, une fois tous les quelques années. Donc les échanges d'or entre les nations, entre les banques, etc., se faisaient tout au long de l'année, juste par écriture comptable sur télégraphe, et de temps en temps, hop, un bon règlement avec un cargo d'or une fois par an ou je ne sais quoi, quand ils décidaient que voilà, ils voulaient faire leur règlement. D'accord. En tout cas, ce que tu expliques depuis tout à l'heure, moi, les seules images que j'ai en tête, c'est le Far West. Moi, je vois que ça. Je vois les trains attaqués par les Indiens ou par les Mexicains ou d'autres. En fait, je me vois que dans des films de western spaghetti, là. C'est marrant. Bah oui, parce que c'est la culture américaine qui imprègne notre imagination. Donc les billets, les chèques, ça a résolu le problème à la fois de la portabilité de l'or, parce que l'or c'est lourd, vaut mieux le laisser dans une banque et utiliser un billet, et sa divisibilité. Donc un billet peut représenter n'importe quelle quantité d'or. Donc il est plus nécessaire d'utiliser l'argent. L'argent ne sert plus à rien. Son utilité en tant que monnaie a disparu. On peut utiliser des billets qui représentent n'importe quelle quantité d'or, n'importe quelle taille, simplement avec un morceau de papier. Donc tout au long du 19e siècle, les pays occidentaux, en commençant d'ailleurs par l'Angleterre, passèrent à l'étalon or, avec des monnaies nationales adossées à l'or par un taux fixe. Et cette transition vers l'étalon or, c'est plutôt une nécessité qu'un choix, parce que dans le jeu de la monnaie, c'est winner takes all. Le gagnant rafle tout. Rester sur un étalon argent, c'est risqué, c'est rester sur une monnaie qui se dévalue beaucoup plus rapidement que l'or, et donc qui perd en puissance commerciale par rapport aux détenteurs d'or. Pour vous donner un exemple, des pays ont été assez réticents à passer à l'étalon or. Nous avons deux grands pays que sont l'Inde et la Chine. Le roupie indien, même sous domination britannique, avait un peu son indépendance au niveau de tout ça. Le roupie indien, adossé à l'argent, a perdu 56% de sa valeur face au livre sterling adossé à l'or de 1871 à 1898. 56% en même pas 30 ans. Et pareil pour la Chine, avec une perte de plus de 70% de la valeur de sa monnaie, jusqu'à l'abandon total de l'étalon argent en 1935. Ils ont été contraints de passer à l'étalon or, malgré leur réticence, malgré leur conservatisme, parce qu'en fait, ils perdaient en pouvoir d'achat d'une manière considérable. Cette démonétisation de l'argent au cours du 19e siècle a mis l'Inde et la Chine dans une situation similaire à l'Afrique de l'Ouest du XVIe siècle. Est-ce que vous vous souvenez justement de mon histoire des perles de verre africaines ? Oui, les perles, j'allais dire. La monnaie locale qui est considérée comme forte, pour les Indiens et les Chinois c'était l'argent, c'était devenu une monnaie faible pour les Européens qui n'hésitaient pas justement à utiliser leur stock d'argent et leur pouvoir d'achat grandissant pour obtenir des quantités astronomiques de ressources à moindre coût. C'est une leçon importante à comprendre pour tous ceux qui croient que, comme je l'expliquerai plus tard, que refuser d'épargner en Bitcoin n'aura pas de conséquences, parce que l'histoire, ça montre à maintes et maintes reprises qu'il n'est pas possible de s'isoler des conséquences lorsque les autres, ils préservent la valeur dans une monnaie plus dure que la vôtre. C'est pour vous dire, la démonétisation de l'argent est exceptionnelle, parce que avant l'étalon or, quand c'était le bimétallisme, le taux d'échange entre l'argent et l'or était fixé aux alentours d'un ratio de 15 onces d'argent pour une once d'or. Un siècle plus tard, au XXe siècle, son ratio est passé de 47 pour 1. Et en 2017, on est à 75 pour 1. Donc si vous épargnez en argent, vous vous êtes fait complètement avoir par rapport à ceux qui ont épargné en or. Tous les gens qui ont épargné en or ont gagné en pouvoir d'achat sur vous, tandis que vous êtes appauvri relativement à eux. Je me permets juste de rappeler quelque chose, c'est qu'une once, c'est un petit peu moins de 30 grammes. Hein. Voilà. Si je recherche sur les internets, comme on dit, une once, c'est 28,35. Voilà. Ouais, merci de me le rappeler parce que je savais même pas. Merci pour ça. Vas-y, je t'en prie. Tout ça pourquoi ? Parce que, la technologie a réglé les défauts de l'or, et donc ça a fait chuter la demande de l'argent, et 2,
l'inflation de l'argent, c'était l'extraction d'argent, l'inflation, donc c'est aux alentours de 5-6%, tandis que l'or est resté entre 1-2%. Et donc sur la longue, ça commence à faire des creux de plus en plus conséquents. Bon, maintenant on va parler des bienfaits de l'étalon or. On est au 19e siècle, et c'est l'étalon or dans tous les pays majeurs d'Occident. L'or, avec un taux faible d'inflation, donc 1-2%, ça offre une stabilité économique. Les prix sont stables, voire en baisse, et ça offre un pouvoir d'achat grandissant à tous les détenteurs, à tous ceux de la révolution industrielle. Pourquoi en baisse alors que l'or a de l'inflation ? Parce que, comme je l'avais expliqué dans ma première chronique, la monnaie, c'est comme un maître mesureur de la valeur. La monnaie est échangée contre tous les biens et les services. Si la quantité de biens et des services qui est tous en compétition pour la monnaie, si la quantité de biens et de services augmente par rapport à la masse monétaire, la valeur de chaque unité de monnaie augmente également. En revanche, si la masse monétaire augmente beaucoup plus rapidement que la quantité de biens et de services en circulation, donc chaque unité de monnaie perd en valeur. Est-ce que ça, c'est compréhensible ? Ah oui, totalement. Oui. Oui, alors je vais dire totalement, oui, par mimétisme, pour ne pas apparaître. Non, mais de toute façon, à chaque fois que tu expliques le truc, moi, j'arrête pas de voir des cow-boys et des Indiens et des sacs avec $1 dessus, donc du coup... Donc voilà, donc ce faible taux d'inflation fait que justement, avec l'ébullition de la révolution industrielle et la quantité croissante de biens et de services, tous les prix baissent parce qu'il y a de plus en plus de biens et de services en compétition pour la même quantité d'or, ou qui augmente très peu, on va dire. Donc le commerce, il est facilité. On est, comme on dit, à la belle époque. En plus, on a des grands économistes libéraux et les nations européennes ont très peu de friction. Le commerce est complètement libre. Et grâce à l'étalon or, les monnaies sont fixées à des taux... tant de grammes d'or est égal à tant de livres sterling ou tant de francs français, etc. Donc les échanges commerciaux sont très simples. En fait, c'est juste des mesures de quantité d'or. Et donc... la convertibilité entre les monnaies est facile et ça réduit les risques à la fluctuation monétaire et au taux de change comme on a aujourd'hui. Tout ça, ça encourage les entreprises à exporter tous leurs biens et leurs services et ça fait une diffusion rapide des nouvelles technologies à travers le monde. Donc on a la confiance en l'avenir, les sociétés qui s'enrichissent et on peut prévoir sur le long terme parce que justement on sait que sa monnaie garde en valeur. Donc on peut penser à demain. C'est ça la notion de réserve de valeur qui est important à comprendre. Donc grâce à la stabilité de l'étalon or, cela joue un rôle essentiel dans cette fameuse révolution industrielle. Parce que les grandes innovations et le développement, ça peut pas se faire sans l'optimisme. Et une monnaie stable affecte significativement la psychologie de chacun d'entre nous. Pourquoi aujourd'hui on est tous déprimés ? Peut-être que ça a un lien avec le fait que justement on a l'impression que notre avenir nous est volé par rapport à tous les prix qui augmentent sans cesse. Si les prix réduisaient, on pourrait se dire, putain, mais notre avenir sera meilleur et on pourrait prévoir beaucoup plus de choses parce que notre psychologie serait meilleure, on serait beaucoup plus optimiste. Et cette période de la révolution industrielle est très optimiste, comme Mathieu raconte beaucoup de génies de cette époque. Ils avaient des grands projets, tout le monde était optimiste, ils avaient tous confiance à l'avenir et croyaient tous que demain ça allait être génial. Oui, vous étiez même très humaniste. Hein. Très humaniste, mais oui, c'était des temps incroyables. On pensait que tout allait être possible. On pouvait pas être autrement. De toute façon, on pouvait pas l'être autrement. Contrairement à notre époque aujourd'hui, où on a beaucoup de gens, de plus en plus, qui sont hyper pessimistes envers l'avenir. Hein. Bon, maintenant, j'ai parlé... Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a toujours eu ces gens avec les pancartes en disant la fin est proche, là, the end is night. Mais vrai. Effectivement, on en a de plus en plus. Mais ça a toujours existé, de toute façon. Ça a toujours existé. Des gens qui disaient que la fin était proche, des eschatologies, des choses comme ça. Enfin, c'est toujours des fous mystiques. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a eu une contagion un peu plus élevée. Mais ça, c'est complètement un autre sujet. Donc revenons à notre étalon or. Alors là, j'ai parlé des bienfaits de l'étalon or. Maintenant, je vais parler de quelques défauts. Donc, l'or, c'est lourd, en plus d'être limité dans sa divisibilité. Donc, on utilise la monnaie papier pour résoudre ce problème. Mais ça ajoute de la centralisation à nouveau.
comme on l'avait vu avec les pièces de monnaie émises par une autorité, bah là, c'est des billets émis par une autorité, par des banques. Et donc, on a ce nouveau problème qu'on appelle la réserve fractionnée. C'est pire que la dévaluation des pièces de monnaie parce que avec les pièces, il y avait quand même un travail à faire. Il fallait les collecter, les fondre, les diluer, les frapper à nouveau avec moins d'or ou d'argent. Mais maintenant, les banques peuvent tricher beaucoup plus facilement et à moindre coût. Il suffit, puisqu'ils disposent d'un coffre rempli d'or, que les clients ne voient jamais l'or qu'il y a et que surtout les banques se sont rendues compte que jamais tout le monde ne venait récupérer tout son or en même temps. Ils se sont dit, bah, moi je vais émettre plus de billets que j'ai de quantité d'or dans ma banque. Donc c'est ça la réserve fractionnée. Donc plusieurs banques se mirent à émettre plus de billets que la quantité d'or qu'ils avaient dans leur coffre. Et donc quand les temps vont bien, bah, on s'en rend pas compte et tout le monde s'enrichit, les banquiers s'enrichissent, tout va bien. Mais quand il y a une crise, le marché ça monte mais ça descend aussi, il y a des bear markets, et ben c'est le bank run. Tout le monde se rue vers la banque pour retirer son or. Je pense qu'on a tous vu ces films d'époque où tout le monde allait vers la banque pour retirer son or. Ça fait des foules pas possibles, des paniques, comme on appelle ça. Et bah, vu qu'il n'y a pas assez d'or, il y a plus de billets que d'or, bah, c'est premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que tout le monde se rue sur la banque. Et non seulement la banque fait faillite, mais tous ceux qui n'ont pas pu retirer leur or à temps, bah, niet, ils se sont retrouvés complètement ruinés. Ils n'ont plus rien. Tout simplement. Il leur reste plus que des papiers qui valent plus rien parce qu'il n'y a plus d'or dans la banque, quoi. Et ça s'est produit, bah, des dizaines de fois au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pour conclure, bah, pour cette panique que nous connaissons tous, la Grande Dépression de 1929, où près de 9000 banques firent faillite et qui a propulsé le chômage à quasiment 25% aux États-Unis, 30% en Europe. Donc pour vous dire, c'est presque autant que l'île de la Réunion aujourd'hui, quoi. C'est catastrophique. Ouais, et je sais plus à quelle époque, mais il y avait eu en Allemagne, quand il y avait eu c'est une grande période d'inflation. J'avais des profs qui nous avaient expliqué qu'à cette époque, c'était tellement c'était incontrôlé. Sous Weimar, après la guerre. Voilà, mais ça devait être effectivement où il disait que les gens étaient payés avec des brouettes de billets, mais qu'en plus la caricature c'était quand tu commandais un café, il valait mieux le payer tout de suite parce que le temps que tu le boives, il pouvait déjà avoir doublé ou triplé de sa valeur. Ils allaient au bar et ils commandaient toutes leurs consos dès la première commande parce qu'ils savaient qu'au fur et à mesure de la soirée, les prix allaient augmenter avec l'inflation. Non, mais c'était complètement fou, quoi. Bon, là j'avais parlé du secteur privé, mais on va parler maintenant des États. Comme on l'avait vu du temps des pièces, bah, ils n'ont pas hésité à avoir recours à la dévaluation, mais c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, on est à un temps où tout l'or est concentré dans des banques. Donc c'est très facile pour l'État de saisir tout cet or et bien de les concentrer. C'est d'où l'émergence des banques centrales des États. Et quand on est dans des temps de guerre, bah, l'État fait tout pour survivre. Et cette première grande rupture avec les talons or a été lors de la Première Guerre mondiale. C'était une guerre d'une telle ampleur et si longue, et ça n'est pas uniquement à cause du progrès, c'est aussi en majeure partie à cause du fait de la centralisation de l'or. Tu vois. Et bon, je pense qu'on commence à être à court de temps, donc c'est le petit teaser pour la suite. La prochaine fois, justement, je vous parlerai de comment les États ont rompu les talons or et les débuts, justement, de la planche à billets, comme on va dire, pour financer l'effort de guerre, pour ensuite avoir des tentatives de retour à l'or qui ont plus ou moins échoué, puis la naissance du dollar adossé à l'or, jusqu'à la fin complètement de l'étalon or en 1971 et l'entrée dans l'étalon fiat. J'ai encore toutes ces choses-là à parler, des moments importants comme Bretton Woods, Nixon, la dévaluation du dollar, etc., le pétrodollar. Mais bon, on commence à être à court de temps, donc je parlerai de tout ça dans ma prochaine chronique, et promis, celle encore après, on pourra être complètement axé sur le Bitcoin. Oui, bah là, on aura le bon background, mais ça reste intéressant, même si j'avoue que moi,
quand tu as commencé à parler de tout ce qui m'évoquait le Far West, effectivement, c'était exclusivement ce genre d'image que j'avais quand tu expliquais les banques qui stockaient l'or et tout ça. Je n'avais que des images de western spaghetti dans le crâne. Mais merci pour ta chronique. Et une fois de plus, c'est toujours aussi intéressant et passionnant. Là, on commence ça accélère un peu, donc on se rapproche du Bitcoin, sachant qu'en plus, je me permets de préciser que à l'heure où nous enregistrons cette émission, le bull run a commencé. Donc vraiment, l'effervescence Bitcoin, on est en plein dedans. Le Bitcoin est à des plus hauts sommets et ça me chagrine un peu de ne pas avoir conclu cette série de chroniques avant tout ça parce que bon, le Bitcoin est déjà en train de décoller et le temps presse pour nos camarades braves. S'il vous plaît, n'attendez pas que j'ai fini toute ma série de chroniques pour vous intéresser au Bitcoin. Intéressez-vous au Bitcoin, c'est la monnaie de demain. Allez-y à fond, quoi. Il faut que vous compreniez cette technologie. Nous avons besoin que notre communauté s'enrichisse et domine dans l'avenir. Et c'est pour ça, vous devez vous intéresser au Bitcoin. Eh ben, ce sera une conclusion. Ce sera ta conclusion et très bien. Et je t'en remercie. Je suis assez d'accord avec ça. Il faut s'intéresser à toutes ces nouvelles technologies. On a de la chance d'avoir Daniel qui s'intéresse à tout ça, lui, puisqu'il n'hésite pas à faire des émissions sur l'intelligence artificielle, faire des émissions sur la crypto-monnaie en général. C'est une très bonne chose. Le problème de la droite, c'est quand même d'être poussiéreuse et ringarde, et très peu tournée vers l'avenir. Hein. On a entre nous cette blague liée à la vignette d'une émission d'une certaine chaîne YouTube où il y a une personne qui dit l'IA est diabolique. Voilà, ça résume bien, on va dire, ça résume bien la mentalité ringarde de cette droite poussiéreuse dont on veut. Et les Français en général, les Français sont très réticents à l'investissement et pour beaucoup, ce sont tous des boomers mentaux qui ne parlent que d'immobilier, quoi. Alors qu'il faut s'intéresser au moins à la bourse, à la technologie. Oui, mais il faut aussi s'intéresser à la pierre. Hein. On est bien d'accord qu'il faut s'intéresser quand même aussi à la pierre, mais effectivement, garder un œil plus que sérieux sur le Bitcoin, c'est très important. C'est très important. Et en avoir un peu, c'est comme avoir quelques dollars, quelques livres. Non, c'est comme avoir de l'or. Oui. Bon, et ça, nous le verrons dans les prochaines chroniques. Mais je pense que les auditeurs l'auront bien compris. Merci à toi, Audric. Est-ce que qui de Duchessis ou de Mathieu souhaite rajouter quelque chose? J'aurais dit tout pareil. Eh ben, très bien. Et Duchessis, lui, ne veut rien dire jusqu'à ce que finalement il prenne la parole, c'est bien ça? Voilà, exactement. Je fais exprès de te faire parler. Non, mais ici, petit commentaire, en fait, bah voyons. Le souci des Européens qui avaient beaucoup d'argent, c'est un peu la même chose que la fausse monnaie, en fait, la même problématique, quoi. Vas-y, explique. Afflux soudain d'une source de monnaie extérieure à ta monnaie qui dévalue complètement ta monnaie, quoi. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris ton intervention, Mathieu, mais... Non, mais on ne peut pas s'isoler monétairement. On est tous connectés au monde, à l'humanité monétairement. Et on ne peut pas s'isoler des conséquences de posséder une monnaie plus faible que les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. À moins de vivre sur l'île Sentinelle. Mais même l'île Sentinelle, ils ont des livraisons de cochons parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer. C'est l'île où ils attaquent les Blancs avec des arcs c'est l'île où ils attaquent n'importe qui s'approche de l'île, ils les attaquent. Ouais. À part quelques-uns, Ils n'ont pas de livraison de cochons, c'était une blague. Ah mais moi j'avais vu une vidéo où ils avaient livré de la bouffe parce que l'île Sentinelle, c'est pas possible. Après le tsunami, mais du coup les gens qui ont livré la bouffe ils se sont fait attaquer et puis je crois qu'ils ont tué les animaux, ils ont balancé la bouffe qui avait été apportée. Oui, c'est vrai. Bah ça me rappelle ces migrants qui avaient reçu de la bouffe d'associations en France et comme ils avaient vu que sur la boîte de conserve la date était dépassée, ils ont ouvert les conserves et ils les ont jetées. Et en plus ils étaient pas sûrs que ce soit halal ou un truc comme ça et on voyait la boumeuse responsable de l'association qui disait oh non, vraiment ça, on ne jette pas la nourriture. Ils ont dit que c'était pas assez épicé, non ? Pas de commentaires supplémentaires. Si c'est vrai, c'est très grave.
Là, mais il y a la vidéo, hein, c'est un moment grotesque. C'est scandaleux. Enfin bref, bon écoutez, merci Audric. Passons à Mathieu. Alors Mathieu, ravi de te revoir avec ta chronique Génie occidental, génies occidentaux. Je n'ai pas cité le nom de ton génie du jour, je te laisse toute liberté de le présenter. La piste est à toi. Bon matin, mon cher Ambrose. Bon matin. Alors, génies occidental, génies occidentaux, je vais parler aujourd'hui de Louis Breguet et de la famille Breguet en général. Alors, Louis Breguet, c'est un horloger et physicien français qui est né au début du 19e siècle, en 1804, à Paris, où il mourra 80 ans plus tard. La famille Breguet, elle est extrêmement intéressante, parce que de la même manière qu'on a vu d'autres familles illustres dans les précédentes chroniques génies occidentales, génies occidentaux, on a ici une dynastie de gens qui sont très intéressants, et cette fois-ci, j'ai voulu un petit peu innover sur la chronique. C'est pas forcément quelqu'un qui est, on va dire, extrêmement génial, comme pouvait l'être Marie Curie ou Tesla. Mais j'ai voulu aller à la fois dans un segment un peu de niche, quelque chose qui est, on va dire, transcendantal dans le développement de la technologie, de la civilisation industrielle occidentale. Et j'ai voulu y associer un nom, donc j'ai trouvé ce nom de Breguet très intéressant. Alors, malgré tout, pourquoi j'ai choisi Louis-Clément François Breguet, donc qu'on retrouve dans la littérature comme Louis-Clément Breguet ou Louis-François Breguet ou tout simplement Louis Breguet, c'est parce que, comme d'autres auparavant, Vicat, Becquerel et d'autres, on retrouve son nom sur la Tour Eiffel. La bouclée. Toi, en fait, ça t'intéresse pas si le nom n'est pas sur la Tour Eiffel, en fait. J'avoue que c'est un critère. Moi, ça me fascine. Je veux dire, c'est un monument qui est visité par des millions de personnes chaque année, et il y a ton nom sur la Tour Eiffel. Et d'ailleurs détesté lors de sa création. Hein. La Tour Eiffel devait être démontée après l'exposition universelle, je crois. Finalement, ils l'ont gardée. Et je ne sais plus quel auteur c'était qui. C'était Maupassant. Non, pas Maupassant. Je suis mauvais en date. Qui disait que il mangeait tous les jours dans le restaurant de la Tour Eiffel parce qu'il la trouvait tellement moche que c'était le seul endroit où il pouvait manger sans la voir. Sans la voir, ouais. Balzac. Balzac, très certainement. Je suis mauvais en référence, donc ce sera l'occasion pour les auditeurs de me corriger dans les commentaires. Voilà, dites-nous si on est des profanes dans les commentaires. Avec un grand plaisir, d'ailleurs. Nous lirons ça. Donc je t'en prie, Mathieu. Alors, la famille Breguet, ça s'écrit Breguet d'ailleurs, mais ça se prononce Breguet, c'est une famille qui s'est fait un nom dans l'horlogerie. Alors, Louis-Clément Louis Breguet, le personnage central de cette chronique, lui a eu, on va dire, des contributions aussi dans le domaine de la physique. Il a fait des découvertes ou des développements sur une bobine d'induction. Donc derrière, il y a eu, on va dire, des connexions un petit peu avec les travaux de personnes qu'on a déjà évoquées ici. Il a fait des développements en optique, miroir tournant pour mesurer la vitesse de la lumière. Alors c'est pas lui qui l'a mesuré, mais c'est des personnages très connus qui l'ont fait. Il a créé un télégraphe électrique. Voilà, donc c'est des sujets d'ailleurs que j'ai pu évoquer dans des précédentes émissions, notamment Tesla. Et on va dire, ça a été un peu son domaine secondaire, ça a été secondaire non, pas nécessairement, ça a été la physique, mais il a perpétué une tradition familiale, l'entreprise de la famille qui avait été fondée par son grand-père Abraham Breguet. Alors son grand-père, il est né 57 ans avant lui, non pas en France, mais dans la région de Neuchâtel. Alors à l'époque, c'était pas la Suisse, c'était le royaume de Prusse. Il y a donc son grand-père obtiendra la nationalité française un peu plus tard, et c'est un contexte révolutionnaire, donc il est venu en France, il vivait en France, et puis avec la Révolution il est parti parce que c'était un fournisseur d'horlogerie pour les maisons royales, et puis quand ça s'est calmé il est revenu, et après il a travaillé pour l'État français. Voilà, donc notre ami Breguet a continué à perpétuer la tradition de son grand-père Breguet. Et pourquoi Breguet est un nom
reconnu de l'horlogerie, tout simplement parce qu'il a inventé un certain nombre de choses, dont la montre bracelet. C'est-à-dire que avant Breguet, on n'avait que des montres à gousset, c'est-à-dire les montres qu'on portait dans sa poche, au bout d'une avec chaîne. la petite chaîne et tout, oui. Alors très classe, hein. En plus ça revient un petit peu à la mode, on voit de plus en plus de gens Style de qui malade pour faire une dédicace à un brave. touchent de panache. Exactement. Alors, il a donc son grand-père va fonder la maison Breguet à Paris en 1775. On lui attribue, même si la paternité est, on va dire, controversée, la première montre mécanique automatique, c'est-à-dire une montre qui n'a pas besoin d'être remontée manuellement, qui se remonte en fait automatiquement avec le mouvement du poignet. Alors c'était pas le seul, on va dire, à avoir fait des choses là-dessus, mais en tout cas c'est le premier à avoir suffisamment amélioré, optimisé les concepts, que ce soit les échappements, les ressorts, les masses oscillantes, etc., pour pouvoir proposer une montre commercialisable, complète, de qualité. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est entre autres choses. Il a inventé ce qui est une des complications, et je reviendrai un petit peu après sur le lexique horloger, mais les complications, c'est dans l'horlogerie tout ce qui est en plus de donner l'heure. Par exemple, une montre qui donne la date, c'est une complication. Et après, vous allez avoir des montres qui vont vous donner le jour, le mois, et des montres très sophistiquées qui vont vous donner, par exemple, les phases de lune, et qui vont gérer automatiquement les jours à 30 jours, 31, 28, les années bissextiles, etc. Et lui, en fait, c'est quelque chose qui est extraordinaire, et après, je vais continuer là-dessus, mais il a inventé ce qu'on appelle le tourbillon. Et le tourbillon, c'est un mécanisme. C'est une espèce de ressort à l'intérieur des montres, là, que l'on voit. Enfin, Non, pas un ressort. ressort, oui, par un ressort. En fait, c'est moi qui dis ressort, mais c'est ce truc que l'on remonte, c'est ça? Non, le remontoir, c'est autre chose. Lui, il a de toute D'accord. façon travaillé sur la montre automatique, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de la remonter. Il a créé la première montre. Alors, la première montre, elle a été vendue à une reine consort de Naples qui avait un lien de famille avec Napoléon. D'ailleurs, Napoléon était un client de Breguet. Churchill a été client aussi de la maison Breguet, Louis XVI aussi. Donc il y avait plus de remontoir. Lui, il a inventé ce concept de commercialisation de montres automatiques. Mais le tourbillon, c'est quelque chose qui est extrêmement, on va dire, sophistiqué. On est au début du 19e siècle, première moitié du 19e siècle, c'est extraordinaire. En fait, il va inventer une pièce extrêmement petite, une sorte de globe. Alors, il faut imaginer, hein, la montre, c'est pas très épais. Et je vous invite tous d'ailleurs à aller taper sur internet tourbillon montre, et vous allez, je pense, être émerveillés de la sophistication de cette pièce. C'est un élément, un balancier dans la montre qui tourne sur lui-même en permanence de manière, attention, accrochez-vous bien, à compenser l'hétérogénéité du champ gravitationnel. C'est-à-dire que la montre automatique, elle est toujours dans la même position, que ce soit une montre à gousset, etc. Et je te coupe vite fait, mais on dirait ce truc qui permet de rester toujours à l'horizontale, ou non, on dirait un gyroscope un peu. ouais, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est un gyroscope appliqué à un mouvement mécanique de la montre qui fait que, en tournant dans toutes les positions, alors sur des cycles de 1 minute ou moins, d'être sûr en fait qu'il n'y a pas d'effet gravitationnel sur la montre, et donc ça permet, en théorie, d'améliorer la précision de la montre. Mais là, on est vraiment dans le... c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucun intérêt à l'échelle de la vie d'un humain, surtout d'un humain au 19e siècle. Là, on est vraiment dans la réalisation pour sublimer une technique, un art, une connaissance. Et c'est là où je veux en venir. Et je terminerai avant d'ailleurs avec Breguet, donc, qui a été aussi le premier à utiliser des pierres précieuses comme éléments dans les montres. On utilise beaucoup de rubis pour leur résistance à l'abrasion, etc. Donc Breguet a été le premier, le grand-père Breguet a été le premier à mettre ça en application dans les montres. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que je trouve que le sujet de l'horlogerie, c'est un sujet qui est un très bon exemple en fait de ce qu'a été l'achèvement des connaissances, de la technicité
de la science mécanique occidentale à ce moment-là. Et une fois qu'on avait achevé de tout maîtriser, on a été chercher encore des complications supplémentaires avec des calculs savants pour finalement mettre à la portée de tous des choses qui existaient déjà, c'est-à-dire des horloges astronomiques. Et il en a fait d'ailleurs. La maison Breguet en a fourni, ça a été une maison qui a fourni la marine, qui faisait des outils de navigation pour la marine, qui a fait des chronomètres, des pendules astronomiques et d'autres outils à usage scientifique. Bon, alors, je me permets de t'interrompre quand même parce que, bon, tu dis que c'est magnifique tout ça, mais moi je vois aucune différence avec l'art tribal, si tu veux, de Nouvelle-Papouasie. Il y a aucune différence. Oui, et aussi, je dirais, qu'est-ce que c'est comme innovation si on compare aux jarres du Caire, qui étaient les piles électriques bien avant l'heure, qui produisaient 1/1000 de volt. Ah là là, laissez-moi retomber sur mes pattes. D'accord. Alors, vous avez raison et vous avez à la fois tort. Alors, vous avez raison parce que il y avait d'autres choses ailleurs, c'est-à-dire que on retrouve des éléments de mesure du temps, probablement dès l'Égypte antique, en Grèce antique, c'est sûr. Donc on avait des systèmes de mesure solaires, on avait des systèmes de mesure hydrauliques, des clepsydres. On retrouve des horloges, déjà des premières horloges au Moyen-Orient, les premiers siècles après Jésus-Christ. On en retrouve, on va dire, au moins dans le bassin du Proche-Orient méditerranéen. C'est quelque chose qui se fait, mais ça reste quelque chose de très sommaire et on n'y associe pas encore une technicité et une recherche extrêmement élaborée. À partir de ce moment-là, et on le voit d'ailleurs avec la famille de Vika, c'était la même époque, donc ça renvoie à ma première chronique Génies occidentaux. Il y a eu 18e siècle, 19e siècle, des périodes troubles en France. En tout cas, il y a eu des échanges de population entre la France et la Suisse. Beaucoup de Français sont partis en Suisse, voilà, pour un certain nombre de raisons religieuses, etc. Et en France, on a perdu, on va dire, ce leadership sur l'horlogerie, et aujourd'hui la Suisse est très bien connue pour l'horlogerie, mais il subsiste quelques maisons horlogères de grande renommée, notamment sur l'est de la France, près de Besançon. Et donc pourquoi je voulais parler de ça? Parce que ça explique pour moi, ça résume pour moi beaucoup de choses. La micromécanique, c'est-à-dire que on a eu des développements dans des domaines chimiques, on l'a vu avec notre ami Solvay de Belgique, on a eu Becquerel, Marie Curie, on a eu de la physique, on a eu de l'électromagnétisme, on a parlé de Ampère, on a parlé de Tesla. Et là finalement on est sur quelque chose d'un peu plus... presque moins noble, mais en fait non, on est sur quelque chose de mécanique. Donc on est sur des engrenages, on est sur des roues, on est sur des rouages, on est sur des échappements. Mais le génie occidental, au moment de la révolution industrielle, a su exploiter les techniques qui se développaient pour sublimer l'art horloger. Et donc on est passé vraiment sur des pièces extrêmement complexes, sublimes, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'horlogerie, je crois qu'il existe peut-être une marque ou deux américaines, une ou deux chinoises, une, je crois même thaïlandaise ou vietnamienne, mais qui sont relativement récentes par rapport à l'histoire de l'horlogerie en Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre ou en Suisse. Et on a réussi à sublimer ça. C'est-à-dire que on avait quelque chose qui était fonctionnel et on a réussi à en faire quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que notre ami Audric nous ait parlé de réserve de valeur, etc. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, certaines montres fonctionnent comme l'or, comme des réserves de valeur. Alors pas toutes, mais certaines en tout cas, pour les initiés, se revendent au moins aussi cher que le prix que vous allez la payer chez le fabricant 10, 20, 30, 50 après, voire même plus dans certains modèles où il y a de la spéculation. Et oui, parce qu'ils font des éditions limitées. Donc c'est de la rareté dans ces montres-là. Tout à fait. Ou alors il les fabrique à la commande, ou peut-être pas, alors, ça doit Breguet, prendre du temps. Alors je vais faire un petit laïus là-dessus parce que je suis pas un grand spécialiste de l'horlogerie, mais c'est, on va dire, une passion ou quelque chose que j'apprécie depuis quelques années. Je ne porte aucun bijou, aucun tatouage, mais il y a quelques années, dans un cadre professionnel, mon ancien patron m'avait offert une montre. Je l'ai boudée quelques mois et puis finalement je l'ai mise et depuis j'ai une montre quasiment 24 heures sur 24.
Et j'ai appris à connaître ce milieu-là, mais je reste un néophyte, évidemment. Ce qui est très intéressant avec l'horlogerie, c'est que c'est très occidental. Et le marché occidental, toujours aujourd'hui, domine outrageusement le monde, notamment le marché suisse, avec un savoir-faire qui est incroyable. J'aime beaucoup l'horlogerie pour ses complications, pour la capacité justement à faire des choses qui sont extrêmement fines, extrêmement pointues, très réfléchies, où on est vraiment dans la quintessence de l'esprit européen pionnier qui va aller chercher l'optimisation de tout, c'est-à-dire à une échelle qui est très petite, c'est-à-dire que il faut imaginer qu'on est sur de la mécanique pas automobile, on est vraiment sur de la micromécanique avec des tout petites choses, donc c'est la symbiose entre l'orfèvrerie et la mécanique traditionnelle, la même personne qui va faire des machines pour l'industrie, mais à des échelles toutes petites pour faire tourner une aiguille. Et finalement, ce que Breguet a fait, c'est qu'il a mis encore plus démocratiquement, alors pas forcément à l'époque, mais non pas dans une poche, mais au poignet, un outil de mesure du temps qu'on appelle aujourd'hui un garde-temps. Et voilà, la maison Breguet, je vous invite à aller voir sur leur site internet les collections. Moi, j'ai aussi mes petites marques préférées. Alors évidemment, c'est pas Breguet parce que c'est très largement hors de portée de mes moyens. Il y a des marques très connues. D'ailleurs, Breguet appartient au groupe Swatch. C'est un groupe, la famille Breguet et d'autres industriels derrière ont détenu la marque pendant 200 ans, et à la fin du XXe siècle, elle est tombée dans le giron du groupe Swatch, qui détient d'autres marques très connues, notamment la marque, je crois, Omega, si je dis pas de bêtises, la marque Longines, donc des marques suisses, entre autres, voilà. Mais ça a une certaine connotation très positive, ça a une certaine réputation, ça propose aujourd'hui des montres avec des complications très élaborées, ça propose des montres avec des tourbillons, c'est quelque chose qui est extraordinaire, ça, à voir. Pour beaucoup de passionnés d'horlogerie, c'est un peu le but ultime, c'est d'avoir une montre soit à quantième perpétuel, c'est-à-dire une montre que vous, vos enfants et vos petits-enfants n'auront même pas besoin de remonter ou de changer une fois dans sa vie, ou une montre avec un tourbillon pour la beauté de l'accessoire. Mais une question, le mouvement perpétuel n'existe pas. Donc comment est-ce que cette montre pourrait survivre à plusieurs générations sans être remontée? C'est une très bonne remarque. Elle est remontée quand tu la portes. Alors c'est des montres qu'il faut tout le temps porter. Enfin, qu'il faut tout le temps porter. Il y a dans ces montres, je vais faire maintenant mon petit laïus du jargon horloger, puis après je raconterai une petite anecdote, et puis après je m'arrêterai là. Il y a dans ces montres mécaniques ce qu'on appelle une masse oscillante. C'est une masse qui est montée sur un axe avec un rotor qui vient entraîner un ressort en forme de spirale, et qui en fait va emmagasiner de l'énergie. Et ce ressort en forme de spirale, en se détendant, va lui entraîner d'autres éléments dans la montre qui vont entraîner, par un jeu de rouage, à un rythme régulier, dirons-nous, qui va entraîner l'aiguille des secondes, et ainsi des minutes, et ainsi des heures et des jours, etc. Et par un système complexe de rouage, vous pouvez finalement afficher ou calculer des semaines, des mois, des années, et même toutes les phases de la Lune, pleine Lune, etc. Et donc il y a dans ces montres mécaniques automatiques une petite masse qui est libre et qui tourne. Quand vous déplacez avec votre poignet bouge, en fait la montre se recharge tout simplement. Donc si la montre vous la portez au poignet, vous avez jamais besoin de la recharger. Moi j'ai mes montres, je les porte tout le temps. J'ai un petit accessoire aussi à la maison qui me permet de remonter mes montres automatiquement. C'est une sorte de petite boîte qui tourne à un rythme régulier de temps en temps, tout seul, et ça simule en fait un mouvement de poignet. Et mes montres, j'y touche une fois par an au changement d'heure, et c'est tout, enfin 2 fois par an pour le coup. Mais donc voilà, en termes de langage horloger, on va retrouver par exemple le cadran. Donc c'est la partie où vous allez avoir les index, donc les heures, qui peuvent avoir une différente forme, soit pas de chiffres, soit des chiffres romains. Vous allez avoir la couronne, donc qui est le cercle qui entoure le verre sur la montre.
Certaines couronnes peuvent tourner quand elles remplissent certaines fonctions de chronomètre ou autres, ou de mesure de différents fuseaux horaires. Vous allez avoir certaines montres qui vont proposer le fond de la montre avec un verre transparent en saphir qui vous permet en fait, une fois que vous enlevez votre montre, d'observer l'intérieur du mécanisme de votre montre. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes, je vais pas rentrer un peu plus dans le détail, dans le jargon horloger, c'est pas forcément très intéressant, mais je tiens à terminer avec un petit laïus sur justement ce qu'est Breguet, parce que la marque la plus connue, la plus populaire, c'est probablement la marque Rolex. Elle a été, on va dire, rendue populaire pour un certain nombre de choses dans l'imaginaire des gens, au même titre que Omega avec la Moonwatch. Les premiers astronautes ont été dans l'espace avec une montre de chez Omega, et à l'inverse, Rolex a eu d'autres records. La première femme qui a traversé la Manche à la nage portait une Rolex, etc. La Oyster Perpetual. Et donc bon, la marque Rolex est très populaire. Elle a équipé le poignet de nombreux, on va dire, hommes et femmes, de grands hommes et femmes de ce monde. Mais justement, il y a notamment de toute personne qui a réussi sa vie après 50 ans. Ouais, ou de James Bond aussi d'ailleurs, je crois, non? Alors James Bond, il a tourné, il a pas eu que Rolex, mais je crois qu'il en a eu. Alors, je reviendrai, c'est le publicitaire, c'est Ségala, c'est ça, Ségala, je sais plus. Jacques Ségala. Jacques Ségala. Alors en fait, il y a ces propos ont été très mal interprétés parce que à l'époque, on reprochait au président ou futur président Nicolas Sarkozy de s'afficher avec une Rolex. Et il avait dit, si à 50 ans tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie. Et en fait, il aurait très bien pu dire autre chose que Rolex. Il aurait très bien pu dire une voiture qui te fait plaisir. Enfin, quoi qu'une voiture, ça peut vite coûter cher. Mais par exemple, une belle guitare ou je sais pas ce que les gens aiment, mais une belle veste en cuir ou des jolis souliers. Peu importe, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est si à 50 ans, t'as pas été capable d'économiser suffisamment pour t'acheter quelque chose qui te fait vraiment plaisir, c'est que t'as raté ta vie, mais pas dans le sens manque de réussite sociale ou financière, c'est presque personnel, parce que à l'époque où Sarkozy avait cette montre, l'entrée de gamme chez Rolex était autour de 4-5 000 euros. Alors je sais pas quelle montre il avait, mais vous imaginez bien, voilà, économiser 4-5 000 euros sur 50 ans, ça fait 400 euros sur 5 ans, ça fait on parle de 10 euros par mois, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a tous des passions. Est-ce que vous êtes prêts à économiser très longtemps 10 euros par mois pour vous faire un cadeau ou vous acheter quelque chose de somptueux qui vous plaît? Mais moi, personnellement, ça m'avait pas choqué, cette histoire de Rolex. Alors, moi, la phrase était maladroite, certainement, mais moi, ça m'avait pas choqué que Sarkozy se trimballe avec une Rolex, en fait. Bon, moi non plus. Mais justement, c'est là que je vais conclure, c'est qu'il y a une très mauvaise presse qui est faite autour de Rolex, et des gens qui peuvent porter des Rolex par ailleurs, à tort et à raison. À tort parce que ça fait partie de l'imaginaire collectif, et donc de la même manière que les gens qui ont des très belles voitures, les Ferrari, etc., les gens vont pouvoir être critiques, le côté bling-bling, etc. Et à raison, parce que pour cette même raison, les gens qui font de la easy money, alors il y a un terme comme ça, je connais pas bien, mais qui s'enrichissent rapidement, les joueurs de foot, les stars de rap, les gens qui gagnent au loto, etc. En fait, ils vont aller s'acheter des montres très chères chez Rolex. Donc ça a aussi contribué à cette réputation que pouvait avoir Rolex. Et là où je voudrais rétablir une vérité, c'est que aujourd'hui Rolex, c'est parmi les moins chers des montres de luxe, et quand vous parlez avec les puristes, ils vont vous dire non mais Rolex c'est pas si folichon que ça, et ils ont raison, parce que Rolex c'est des modèles qui sont très simples, très peu de complications. Par exemple, vous n'avez pas de tourbillon sur Rolex, ils ne font quasiment pas, à part un modèle, de fond transparent, de fond saphir pour observer les mécanismes. Les complications sont vraiment très simples, vous n'avez pas de montre squelette, pas de phase de lune, je crois c'est Cosmographe, je crois le chronographe qui est vraiment leur montre la plus compliquée, qui servait à chronométrer les courses Daytona là aux USA. Okay. Mais donc voilà, c'est des montres qui sont extrêmement simples, qui sont absolument pas
tape à l'œil par rapport à ce qu'on va trouver ailleurs, hein, des marques comme même des marques sans être beaucoup plus chères, hein, Panerai en Italie, c'est des montres qui sont 2-3 fois plus grosses que Rolex et qui jouent justement sur le volume. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que si vous prenez la moyenne des montres chez Rolex, vous êtes probablement moins cher que la moins chère, ou en tout cas que les moins chères des montres de Breguet. C'est-à-dire que Rolex, vous avez aujourd'hui des entrées de gamme à quelques milliers d'euros, on va dire 6 000 euros, et l'essentiel des montres, on va dire entre 6 000 et 10 000 euros. Je suis pas sûr que pour Breguet, pour 10 000 euros, vous puissiez même rentrer dans le magasin. On parle de montres plutôt autour de 30, 40 000 euros et des montres à 6 chiffres. Donc voilà, je terminerai là-dessus en disant, dans l'horlogerie, dites-vous que tout le fantasme qui est fait au-dessus de Rolex, dites-vous que Rolex, en fait, c'est, je vais pas dire que c'est low cost, mais dites-vous que dans le monde de l'horlogerie, les gens qui sont vraiment passionnés, qui aiment l'exception, la rareté, comme a parlé Audric, et qui veulent vraiment des choses exceptionnelles, ça peut se trouver. Et là, on parle de pièces qui sont faites à quelques exemplaires, avec des milliers et des milliers d'heures de travail derrière pour faire des choses vraiment magnifiques. Et donc, je vous invite à aller lâcher un petit clic après avoir liké notre vidéo et mis un petit commentaire et vous êtes abonné à la chaîne. Allez visiter commentaire dithyrambique de préférence, d'ailleurs. Voilà, dithyrambique. Allez visiter le site de Breguet, vous tapez montre Breguet, uniquement pour le plaisir des yeux. De toute façon, je crois que la majorité des montres, quand vous cliquez sur voir le prix tout en bas, il y a marqué nous consulter. Ça résume, ça résume. Ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Hein. C'est comme les appartements, quand il y a marqué nous consulter, vous savez que c'est pas pour vous, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi, monsieur. Petite chronique horlogère que tu as faite dans les temps. Voilà. J'ai remis les pendules à l'heure. Très bien, très bien. Continuons là-dessus. Hein. Alors, à titre personnel, je suis pas du tout un passionné de montres. Moi, je sais que j'ai eu une Swatch quand j'étais gamin. En plus, on avait cette espèce de fameux élastique. C'est pas un élastique, c'était une partie en plastique qu'on rajoutait sur le bracelet pour protéger le cadran des rayures et tout ça. Alors il y en avait deux versions, il y avait vraiment le bout en plastique qui passait en plein milieu de la montre, donc qui cachait les aiguilles quand elles étaient à minuit et à la demi. Et puis très rapidement ils ont sorti un autre modèle où ça faisait, en fait c'était un cercle qui faisait tout le tour, qui me semblait moins efficace à mes yeux. Mais moi j'ai jamais été un grand passionné de montres. D'ailleurs pour info, la première montre que je me suis, la montre que je me suis acheté pour la première fois depuis des années, c'était il y a pas longtemps, elle m'a coûté 15 € et c'est une montre connectée pour le travail plus qu'autre chose, et quand je suis pas au boulot, elle est éteinte. Donc je suis pas un grand amateur de montre. Moi c'est surtout l'idée d'avoir quelque chose au poignet, bracelet, c'est pas mon truc. C'est le seul bijou que je m'autorise, voilà. Mais je reconnais que l'objet en lui-même est fascinant et que l'image de l'horloger en train de travailler sur son œuvre, c'est une très très belle image qui incarne bien d'ailleurs le génie occidental. Ah oui, mais là on est vraiment, comme je disais, on est dans la quintessence du génie occidental. Avec la loupe qui est un peu comme le monocle ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est incroyable comme. Ah, c'est un mélange entre un mécanicien et un chirurgien. Tout à fait. Micro-chirurgien, on veut dire, hein, parce qu'il y aura des chirurgiens qui te font plutôt des amputations, mais là, on est vraiment dans la microchirurgie et la micromécanique. C'est fascinant. C'est extrêmement fascinant. Et puis, pour finir, envie de dire un proverbe qui est la ponctualité et la politesse des rois. Eh ben, je te salue sur cette conclusion et je te remercie de m'avoir donné la parole, mon cher Ambrose. Et merci à toi pour cette chronique encore passionnante, même si on a eu l'impression que j'étais pas très attentif. Moi, j'ai juste une requête. Je propose qu'on renomme la chronique de Mathieu en les noms qui sont écrits sur la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, si on reçoit assez de dons, on le fera. Voilà. J'accepte. Ok, c'est bon. Bon, vous avez compris, les auditeurs, là, cliquez, faites des dons. Voilà, on le rappelle, www.lesbraves.org/soutien, et à partir d'un certain montant, nous renommerons la chronique de Mathieu qui sera obligé de garder, qui sont ses noms sur la Tour Eiffel. Et on termine donc avec cette blague horlogère, hein. Voilà. Très fine, contrairement aux blagues d'Ambrose. Merci à bientôt, beaucoup. J'espère. Voilà, mes blagues Swatch comparées à vos blagues Rolex, Omega et bien sûr Breguet. Et je n'ai pas fait, mais c'était un hommage à un ami, à un chroniqueur qui n'est pas là, mais je voulais te demander si Breguet n'avait pas inventé aussi la braguette.
À bientôt. On la garde, celle-là, en plus. Bon, Allez, elle est validée. passons à la suite. Moi, je veux bien faire un petit commentaire. Vas-y. Déjà, moi j'ai trouvé la chronique de Mathieu fort intéressante. On pense pas, c'est vrai, aux montres, mais rien que le fait de pouvoir être à l'heure et synchronisé avec tout le monde, c'est du génie occidental. On peut se coordonner, et planifier des choses ensemble grâce à ça. Moi, je m'y connais pas du tout en montre, mais je connais une petite histoire qui est assez sympa. C'est le fait que c'est un horloger. Très rapidement, s'il te plaît. Très bref. Je sais juste que c'est un horloger, John Harrison, qui a résolu le problème de la détermination de la longitude en mer. Et ça a été hyper important pour pouvoir naviguer en haute mer. Alors, je sais pas exactement comment, mais je sais que le Parlement britannique a mis une prime pour celui qui arrive à résoudre ce problème de comment déterminer la longitude en mer. Et tous les grands académiciens n'y arrivaient pas, et c'est un horloger qui a résolu ce problème. John Harrison. Eh bien, peut-être un prochain génie. Ah mais non, il est occidental. Il n'est pas occidental, pardon. Si, c'est d'accord, un anglais. Merci à toi, Audric, pour ce... Oui, c'est un anglais ? Il me semblait que Ouais, c'est un anglais. Voilà, ça va pas. Il y a rien qui va dans mon cerveau. Les Américains sont occidentaux, Ambrose. Oui, aussi, ouais. Écoutez, je vais prendre ma retraite. Merci Audric de cette intervention. Merci pour cette anecdote qui enrichit la chronique de Mathieu. Bien, maintenant, nous allons passer à la chronique de notre ami du châssis. Alors, mon cher du châssis, lors de l'introduction, j'ai volontairement omis de présenter le sujet en fait de ta chronique. Donc, je te laisse. La piste est à toi, comme je le dis à tous les intervenants. Je t'en prie, vas-y. Tout à fait. Puisque de la brume mystérieuse qui entoure la matière noire, nous allons subrepticement transitionner sans aucune honte, mais sans aucun rapport, vers les fumées voluptueuses des cabinets du Centaur Club. Et là, si vous êtes un initié, vous savez d'ores et déjà que je vais vous parler de la série de BD Blake and Mortimer. Bravo. Vous appréciez l'accent. Oui, et puis belle petite introduction. Alors, comme j'aime bien me la péter, j'ai quand même fait un plan. Donc, dans la première partie, on va parler des origines de l'auteur Edgar P. Jacobs. Exactement. En partie 2, on va parler de l'univers, en règle générale, des multivers Blake et Mortimer. Et en partie 3, on va parler des BD plus spécifiquement. Mais je ne peux pas commencer cette chronique sans vous parler d'une petite anecdote. Puisque figurez-vous que mon pseudo, donc du châssis, est directement inspiré d'un personnage dans la série de BD Blake and Mortimer. Oui. Moi, je le dis en anglais à chaque fois. En effet, c'est le commandant du châssis du Subglacior dans les sarcophages du 6e continent, le tome 2. D'accord. Et donc ce personnage est un Français. Il accompagne le professeur Labrousse, qui a également un nom très français. Et donc à savoir que ce Subglacior est un sous-marin à propulsion nucléaire qui va propulser en fait de la vapeur d'eau tout autour de lui, ce qui va lui permettre en fait de naviguer à l'intérieur de la glace. Voilà. C'est tellement Jules Vernien, j'ai envie de dire, même si c'est un terme, c'est un néologisme que je viens de balancer, mais c'est tellement digne de Jules Verne, c'est incroyable. Oui, exactement, mais de toute façon, je vais en parler juste après. Mais enfin voilà, donc j'ai trouvé ce personnage très intéressant et donc du coup je m'en suis inspiré pour mon pseudo. Très bien. Donc première partie, origine. Un beau matin en 1904, un certain Edgar Pierre Jacobs, belge de son état, est né. Et dans les années 1930-1940, au moment où il devient adulte, eh bien figurez-vous que comme tout Belge de l'époque, il se saisit d'un crayon et il commence à dessiner une BD. Alors sa première BD, ça va être le rayon U, qui va préfigurer un petit peu tout ce qui va arriver plus tard pour Blake et Mortimer.
Et donc ce petit succès finalement de cette première BD va l'amener en fait à rencontrer Hergé. Donc Hergé qui est un autre grand monument de la BD, toujours belge, hein, à croire que la BD c'est vraiment un truc de Belgique, hein. Oui, voilà. Surtout pour l'époque, hein. Et donc du coup, il va commencer à travailler avec Hergé. Alors petite anecdote également, à savoir que on a une référence directe à Tintin dans une BD Black et Mortimer. Donc c'est le Serment des 5 Lords. Et à un moment donné, on voit donc le patron d'un café qui est exactement le même personnage que dans Le Sceptre d'Ottokar. Donc la BD Tintin, Le Sceptre d'Ottokar. Il y a un personnage pareil en Bordurie ou en Sylvanie, je ne me rappelle plus également. Ce sont 2 pays fictifs, hein, pour ceux du fond de la classe qui n'ont pas suivi leur cours de en 5e. Mais donc dans ce personnage-là est dessiné exactement de la même manière et on peut le retrouver dans une BD, donc à la fois de Tintin et de Blake et Mortimer. Donc comme quoi les crossovers finalement, ça n'existe pas que dans le Marvel Universe. Ouais, en plus d'ailleurs pour l'anecdote, j'avais commencé à lire des BD Marvel fin 80, je crois, à une époque où il y avait un énorme crossover qui s'appelait Les Guerres Secrètes. Voilà. Ce que tu dis effectivement me fait penser à ça. Donc on peut dorénavant dire que Blake et Mortimer et Tintin sont dans le même univers. Alors donc du coup, Jacobs va travailler avec Hergé, donc il va commencer à travailler avec Hergé en 1944. Il va notamment l'aider à travailler sur la BD Le Trésor de Rackham le Rouge, ainsi que Les 7 boules de cristal, donc qui sont 2 BD Tintin assez connus également. Bon, je ne peux pas évoquer Hergé finalement sans parler du personnage qui a inspiré finalement Tintin, hein, un certain Léon, commandeur de son état, mais bon, là nous empruntons une pente très très glissante, donc c'est glissant, oui. Hergé, c'est glissant. Oui. Je me contenterai simplement de dire que selon une étude très très sérieuse du Monde, finalement, Hergé ayant travaillé avec Jacob, étant l'auteur des BD Blake et Mortimer, si vous êtes un lecteur de Blake et Mortimer, et bien finalement vous êtes du côté obscur de la force. Voilà, c'est. Mais c'est comme ça qu'on le voit effectivement, l'univers d'Edgar P. Jacobs, et d'ailleurs son trait est quand même extrêmement old school, vraiment, parce que Tintin avait une certaine modernité dans son trait, alors qu'Edgar P. Jacobs, je trouve que surtout le rayon U, c'est quelque chose d'encore très vieille époque dans sa façon de dessiner. Oui, je dirais que l'aspect est plus mis sur les angles plutôt que sur les ronds, mais ça c'est peut-être un peu trop technique. Ouais, moi ce que je dirais de technique, c'est le problème que j'avais et que j'ai toujours eu avec les BD d'Edgar P. Jacobs, c'est que les phylactères sont énormes. Ils prennent énormément de place dans les cases et que, en fait, c'est limite un roman graphique. Oui, effectivement, c'est pas pour tout public, dans le sens où si vous aimez les BD à base de coups de poing où il y a un seul mot dans chaque case, effectivement, pour ce qui est de Blake et Mortimer, on a beaucoup de textes à lire. Donc oui, ça peut s'apparenter quelque part à un roman graphique, comme tu dis. Mais donc je reprends donc les origines. Edgar Pierre Jacobs, que je vais abrégé pour des raisons de fluidité dans l'émission en simplement Jacobs. Donc il travaille avec Hergé, ça se passe bien, mais à un moment donné, donc il décide quand même de faire sa propre histoire. Et donc en 1946, il va sortir la première BD donc estampillée Blake et Mortimer qui s'appelle Le Secret de l'Espadon, et ce dans le journal de Tintin. Donc avec Hergé, il continue de collaborer, n'est-ce pas, toujours. Et donc il sort sa première BD. Alors Le Secret de l'Espadon va avoir 2 suites, donc il y a le tome 1, 2 et 3, mais ça je vais plutôt en parler durant la partie 3. Voilà pour les origines. Donc ensuite il va continuer sur sa lancée en reprenant un petit peu, comme je le disais, les canons qu'il avait préétablis pour le rayon U. Parce qu'effectivement, le rayon U, donc on retrouve les archétypes des 3 personnages principaux et on baigne un petit peu dans ce même univers un peu rétro-futuriste.
Et voilà, donc c'est une transition parfaite pour la partie 2, donc qui correspond à l'univers de Blake et Mortimer. Alors pour l'univers, on est vraiment dans quelque chose qui va être un mélange, si vous voulez, entre les enquêtes, l'espionnage, les complots mondiaux, hein, avec un aspect un peu ésotérico-mythologique. Ça fait penser un peu à Vol 747 pour Sydney. C'était cette espèce de BD ésotérico-mystique ou l'étoile mystérieuse aussi. C'était ces 2 BD à RG qui étaient un peu étranges. Il y avait des allusions à Louis Powell, je crois, oui, là, aux extraterrestres, à Louis Powell, c'est Pilote, son magazine. Je crois que c'était Pilote ou je sais plus. C'est un magazine. Qui a largement, mais qui a même au-delà, qui a été la source d'inspiration de Grimaud d'ailleurs. Mais bref. Voilà, donc tout ça saupoudré de futurisme finalement, et ce qui fait que les BD aujourd'hui sont rangés dans le rayon science-fiction. On a l'aspect à la fois mythologique, ésotérique, mais on a l'aspect également donc futuriste. Mais je dirais même effectivement rétro-futuriste, puisque, comme tu l'as dit, on est dans un style ancien, on est totalement dans l'ambiance des années 1950. Et donc pour l'aspect rétro-futuriste, on peut effectivement dire qu'il y a une grosse influence de H.G. Wells ou de Jules Verne, effectivement. Pour le Subglacior, par exemple, pour ceux qui ont lu 20 milieux sous les mers, donc de Jules Verne, à un moment donné, donc le sous-marin du capitaine Nemo va se retrouver prisonnier dans la glace. Peut-être que finalement, Jacobs apporte une réponse à ceci dans sa BD. Donc, je ne peux pas parler de Blake et Mortimer sans parler effectivement des personnages principaux. Donc, on a 2 protagonistes qui sont, comme le nom l'indique, donc le capitaine Blake et le professeur Philip Mortimer, et nous avons face à eux un antagoniste qui est nul autre que le colonel Ulrich. Alors je vais commencer par les 2 protagonistes. Le capitaine Francis Blake est le chef du MI5. Donc le MI5, c'est le bureau de contre-espionnage de la couronne britannique. Pour situer un petit peu finalement pourquoi dans les BD on est dans un univers d'enquête et d'espionnage, de contre-espionnage, et à l'échelle un peu mondiale comme ça, parce que effectivement donc Blake va être amené à voyager beaucoup. Le MI5, c'est la structure de James Bond aussi, je crois. Alors je suis pas sûr exactement. Je sais que le MI5 c'est le contre-espionnage, c'est-à-dire il s'occupe de tout ce qui est intérieur. Le MI6 va être l'espionnage extérieur, et le MI5 c'est l'espionnage intérieur. Autant pour moi, ouais. C'était le MI6. Et donc du coup, avec Francis Blake, on a donc son meilleur ami, le professeur Philip Mortimer, donc qui est physicien. C'est lui qui va créer l'espadon, donc une arme révolutionnaire dans la première BD. Il a des connaissances en physique nucléaire également. Alors, juste pour indiquer à nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas, mais qui ont vu très certainement une couverture de Blake et Mortimer. Donc Francis Blake, c'est celui qui a souvent la casquette de militaire, en fait le chapeau de militaire et la petite moustache, alors que Mortimer, j'ai oublié son prénom à Mortimer d'ailleurs, c'est Philippe Mortimer, voilà. C'est celui qui a le collier en barbe. Le rouquin d'ailleurs, où il est brun, je sais plus. Ah non, il est très rouquin puisque c'est un Écossais, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, un blond et un Écossais. Et un rouquin, voilà. C'est so british, hein. Voilà, very British. Ah oui, totalement. Puisqu'on est vraiment dans cette ambiance, si vous voulez, j'évoquais le Centaur Club au début. Effectivement, on est typiquement dans cette ambiance des clubs entre gentlemen britanniques avec un bon whisky à fumer un cigare. Voilà, aux côtés du feu. Je vois bien l'ambiance, effectivement. Et donc, du coup, face à eux, on a un antagoniste récurrent qui est nul autre que le colonel Ulrich. Alors, le colonel Ulrich est quelqu'un d'extrêmement classe. Je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour ce méchant. Voilà, il a lui aussi un style de malade. Ah oui, effectivement, parce que si vous voulez, vous voyez les méchants dans James Bond. Bon, Ulrich, c'est ça en x2, quoi.
Il est affublé de son monocle. Il apparaît toujours avec, vous savez, une cigarette avec un embout plus long, là, je sais pas comment ça s'appelle. Un porte-cigarette. Un porte-cigarette, oui, merci. Et toujours bien habillé. Et c'est vraiment magnifique. Alors, je sais de sources sûres, c'est pas une source Picsou Magazine, mais Jacobs aurait pris ses propres traits pour les mettre dans Ulrich. Mais quand il est jeune, Jacobs, si on regarde les photos, effectivement, hein, il y a ces espèces de petites moustaches et tout. Parce que vers la fin, Jacobs n'avait plus ce style. Il avait un style qui était devenu très british, d'ailleurs. Hein, parce que moi, j'ai longtemps cru qu'il était anglais, Edgar P. Jacobs. Parce qu'il avait, il avait la pipe, les cheveux. Enfin, il y avait un côté un peu Tolkien dans les dernières photos. Alors qu'effectivement, quand il est plus jeune, c'est peut-être plus belge ou je saurais quoi dire. Mais ouais, là, je suis d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Cette anecdote me semble tout à fait cohérente. Et donc, pour continuer sur Ulrich, donc c'est un personnage qui est très décontracté et qui va prendre les choses un petit peu de haut, avec une certaine distance, malgré qu'il soit, qu'il ait les mains dans le cambouis, qu'il soit vraiment acteur des péripéties. Et donc en cela, il a vraiment une philosophie très intéressante. Il va par exemple considérer qu'il est plus important finalement de se retrouver dans le camp des vainqueurs, peu importe nos avis personnels. Mais j'ai envie de dire un truc par rapport à lui. Oui. C'est un chaotique neutre. Ah oui, oui, c'est possible. Oui. Pour les amateurs de jeux de rôle, je dirais c'est vraiment le chaotique neutre quelque part. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, vas-y, je t'en prie. Oui, alors pour illustrer ça, en fait, sa décontraction et sa philosophie par rapport au monde, je ne peux pas m'empêcher de vous citer juste une toute petite partie. Alors, il y a Philippe Mortimer qui est dans un petit canoë dans l'eau et vous avez Ulrich qui le toise de haut sur le bateau. Et donc Mortimer dit vous serez toujours la même méprisable crapule, Ulrich. Et donc Ulrich lui répond chacun a son rôle à jouer dans le grand spectacle de la vie, Mortimer. Pour l'instant, je vous avoue préférer la mienne au vôtre. C'est le méchant que l'on j'avais pas envie de dire qu'on a le droit de détester parce qu'on peut pas le détester en fait quelque part. Non, oui, c'est ça en fait. On se dit merde, mais ouais. Il a trop la classe. C'est l'anti-héros, c'est limite un anti-héros, tu vois. Dans les Marvel, ça aurait été Venom, mais là, on est vraiment dans un personnage. Il est pas antipathique, non, on l'aime, on le trouve cool, quoi. Il est cool. Mais totalement. Moi, je le trouve excessivement cool, effectivement. Et donc, du coup, pour illustrer également le fait que il préfère être dans le camp des vainqueurs, il va dire à Mortimer, le comte Rainer von Stahl m'a tout l'air d'être un parfait illuminé, mais il est immensément riche. Et de vous à moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et ouais, mais on a tous un peu d'Ulrich en nous quelque part, et ou qu'on aimerait être. Non, c'est incroyable. Je découvre ce personnage parce que j'ai jamais été un amateur de Blake et Mortimer. J'ai expliqué pourquoi. Je trouve qu'il y a trop de textes. Je sais que mon frère et mon père, c'est le rituel. Hein, chaque sortie de la BD, même posthume, sont des BD qu'ils achètent et ils lisent à Noël et pour l'univers. Il y a quand même des BD qui m'ont marqué, mais on en parlera un petit peu plus après. Oui, voilà, je te laisse continuer. Ça arrive. Je continue juste en parlant un petit peu de l'aspect, on va dire, idéologique de l'univers. On est quand même sur un conservatisme anglo-saxon décomplexé. Donc ça, c'est oui, pour ceux qui aiment, voilà, c'est on est sur des périodes qui font grincer des dents les antiracistes d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Donc effectivement, on a l'aspect quand même assez marqué de défense de l'Occident. Et d'ailleurs, Francis Blake, donc qui est un agent de la couronne britannique, pour lui, c'est vraiment sa raison de vivre. J'ai oublié de le mentionner juste avant, mais effectivement, ce qui unit finalement les deux protagonistes, au-delà de leur amitié indéfectible, c'est vraiment leur patriotisme finalement. Un patriotisme, j'ai envie de dire, un peu plan-plan si vous voulez, pas très élaboré, mais qui est très charnel. Au niveau de l'ambiance, effectivement, on est vraiment dans l'ambiance qu'on peut retrouver dans l'Occident des années 1950. On a cette notion, effectivement, aussi de colonialisme.
de colonialisme joyeux finalement. Colonialisme joyeux, ouais, mais on n'est pas au niveau de Tintin au Congo ou Tintin. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas à ce niveau-là, je trouve, parce que Tintin au Congo, ça reste un Belge, et il y a un côté un peu vulgose, alors que il y a vraiment un côté haute société chez Blake et Mortimer. Vraiment un côté très élite, très élitiste. Oui, c'est vrai, mais en fait, je crois que la comparaison avec Tintin au Congo ne tient pas trop parce que c'est presque parodique en fait, Tintin au Congo. Alors que là, effectivement, c'est Blake et Mortimer, c'est quand même une série de BD qui se prend quand même au sérieux. Oui, ça c'est vrai, oui. Disons que au début, quand j'étais plus jeune, voilà, je lisais Tintin et après j'ai transitionné sur Blake et Mortimer parce que justement ça correspondait aussi à une prise de maturité finalement. Disons que c'est si tu es quelqu'un qui lit des livres mais vraiment en dilettante, des lectures très faciles, s'attaquer à Dostoïevski par exemple, c'est compliqué. Tu peux pas commencer une lecture en tant que débutant par Dostoïevski. C'est la même chose, la BD commencer par Blake et Mortimer, c'est compliqué parce que c'est très dense, c'est très riche. Limite, il faut quand même avoir un minimum de culture générale pour recontextualiser tout ça. Alors que Tintin reste basiquement didactique et un peu caricatural aussi. Mais je ne dénigre pas Tintin, c'est quand même du très très haut niveau, Hergé et tout ça, ça reste quand même de la haute BD. Mais disons que voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Oui, clairement, je pense que c'est pas exactement le même public en fait. Tout à fait. Alors le dernier point que j'ai envie de souligner, et puis après on passera à la liste des BD que vous avez préférées ou vous avez détestées, c'est le côté science-fiction. Effectivement, on va toujours avoir, si vous voulez, un scientifique un peu fou qui va découvrir un truc. Et par exemple, j'en ai un sous les yeux qui dit par ailleurs, nous ne nous encombrons pas de ces belles théories humanistes qui ne font que retarder la marche de la science et du progrès. Le conformisme de notre classe politique ne parviendra pas à nous étouffer, car nous voyons plus loin, plus haut, plus fort. Eh ben, c'est voilà. Prométhéen, non, on dirait, ou je sais pas. Oui, là c'est pas mal effectivement. Quand j'ai lu ça, si vous voulez, je me suis dit attendez, c'est censé être lui le méchant ou c'est pour ça que je trouve ces BD géniales parce que en fait tous les personnages sont attachants. Finalement, c'est même pas outrageusement caricatural en fait. Parce que là, je vous ai lu les passages les plus marquants. Mais les personnages sont quand même plus subtils, plus travaillés. Oui, il y a énormément de profondeur dans les personnages. Voilà, donc pour résumer, on a Edward Pep Jacobs qui a écrit qui a dessiné 12 BD. Et ensuite, donc d'autres personnes ont repris son œuvre et ils en ont dessiné 18. Ce qui nous fait un total de 30 BD pour la série complète. Et il y en a une qui arrive en 2025. Ouais, il y a des sorties régulières comme Lucky Luke. Il continue de sortir des bandes dessinées Lucky Luke, mais après la mort j'ai oublié le nom de l'auteur de Lucky Luke. Ça continue le Lucky Luke là jusqu'à aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai vu régulièrement des BD Lucky Luke qui continuaient de sortir. Ok, d'accord. Bref. Non mais je t'en prie. Voilà, donc du coup, moi, je vais vous donner mon classement de mes 3 BD préférés. Vas-y. Et je te dirai si moi, par rapport à moi, je comparerais par rapport à celle que j'ai lue. Je suis très intrigué. Vas-y, dis-moi. Alors, il y a le piège diabolique, forcément. Il y a l'énigme de l'Atlantide. Et il y a l'étrange rendez-vous. Je sais pas si vous voulez que je vous dévoile le synopsis un petit peu. Vas-y. Ok, donc la première... Sans trop dévoiler, mais... Oui, bien sûr, on n'est pas là pour spoiler, parce que ce serait dommage quand même. Pour divulguer, pardon. Je mets un petit euro dans le cochon. Avançons. Oui. Le piège diabolique, en fait, ça va être une machine à voyager dans le temps. Et donc il y a un vieil ennemi de Philippe Mortimer qui n'est pas Ulrich d'ailleurs, mais bref. Et donc cette machine à voyager dans le temps va être utilisée pour piéger Mortimer. Et voilà, je n'en dévoilerai pas plus.
Mais du coup, c'est une BD très rafraîchissante, je trouve, parce que on voyage plusieurs époques. Hein, ça, vous avez pu le deviner, que c'est une machine à voyager dans le temps. D'ailleurs, il y a très peu Blake dans celle-là. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il arrive à la fin pour le sauver, voilà. Ensuite, il y a l'énigme de l'Atlantide. Alors, pour tous les fans du mythe de l'Atlantide, je conseille sérieusement cette BD, parce qu'en fait, ça reprend ce mythe, et puis ça crée une histoire très crédible et très bien illustrée. Donc, franchement, de très bonne facture. Et ensuite, on a l'étrange rendez-vous. Alors, l'étrange rendez-vous, le problème, c'est que si je dis... je peux pas trop en dire parce que... Eh ben, laisse tomber alors. Ouais, je vais rien dire alors. Mieux vaut ne rien en dire et laisser les gens découvrir. Mais en tout cas, ton top 3, donc on reprend, c'est le piège diabolique. Exactement, oui. Le mystère de l'Atlantide, c'est ça ? Oui, l'énigme de l'Atlantide. L'énigme de l'Atlantide et l'étrange rendez-vous. L'étrange rendez-vous. Ok, c'est ton top 3. D'accord. Très on intéressant. Va faire une tier list bientôt. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, une terrasse, une tier list. Mais bon, je sais pas si ça intéresserait beaucoup de monde parce que c'est très, quelque part, c'est très niche, Black et Mortimer, j'ai envie de dire, sans être péjoratif. Hein. Oui, mais c'est pas la BD divertissante. Tu vois, c'est pas Astérix. Donc, quand on plonge dedans, voilà, on plonge comme on va plonger dans un livre. Sans dénigrer Astérix, hein, attention, j'aime aussi les BD Astérix. J'ai envie de demander à Audrey, est-ce que toi tu as lu Black et Mortimer ? Est-ce que tu en as en souvenir ? Est-ce que tu as un album de Black et Mortimer qui t'a plu ? Alors, pas du tout. Moi, en fait, je suis pas du tout BD. Malheureusement, disons que ça s'est fait comme ça. Moi, tout jeune, j'étais plutôt manga. D'accord. Et j'ai lu pas mal de mangas, c'est un peu les mangas qui m'avaient donné le goût de la lecture, mais après j'étais passé très rapidement à des romans, comme les Harry Potter, etc. D'accord. Puis à des livres plus compliqués. Okay. Mais bien sûr, j'ai lu pas mal d'Astérix, et moi c'est mon goût du médiéval fantastique qui m'a fait que je suis tombé par hasard chez un cousin plus âgé que moi sur les BD Landfust et les Chroniques de la Lune Noire, que j'ai dévoré et que j'ai vraiment adoré. Donc ça, excellent, c'est les deux BD qui m'ont vraiment marqué. On pourra faire un épisode, peut-être une terrasse sur les BD, parce que ça pourrait être très intéressant. On a tous quand même quelques bandes dessinées que l'on apprécie. Bah, disons que pour Alphonse, c'est la bande à Picsou, donc voilà. Ouais. Ça pourrait être un bon sujet de terrasse. Chacun a ses références. Hein, voilà. Donc ça permet de rappeler aux auditeurs qui ne sont pas braves de nous rejoindre, mais les terrasses sont quand même des lives publics, où ils peuvent venir nous écouter, échanger joyeusement sur un sujet précis, et puis intervenir également. Mathieu, est-ce que tu es BD ou pas ? Alors oui, j'apprécie les BD, j'ai 13. La BD 13, j'aime beaucoup. Le dessin, le scénario, après j'aime beaucoup les BD qui me rappellent mon enfance. Donc ce que je lisais quand j'étais gamin, tout ça, donc je les rachète progressivement aujourd'hui, je les relis avec plaisir. Ah, super. Donc j'ai lu évidemment tous les Tintins, tous les Astérix, les Lucky Luke, des BD assez enfantines, et j'aime beaucoup les Rahan. C'est un truc qui m'a passionné quand j'étais enfant, donc je les rachète. Et donc Black et Mortimer, oui ou non ? Non, malheureusement non. Eh ben, ouais, je vais en parler, donc, puisque j'avais expliqué que Black et Mortimer, il y a quasiment la collection complète, je crois, chez mes parents. Que mon frère et mon père sont passionnés de cette BD, ça on peut le dire. Et que moi, voilà, ça m'a toujours laissé perplexe. Mais il y a vraiment un album qui m'a fasciné au point que je ne le lisais pas, mais je regardais les images, parce que c'était trop soutenu pour moi. C'est Le Piège Diabolique. Comme toi. Vraiment, Le Piège Diabolique... du châssis, c'est la même chose. Il m'a fasciné, cet album. L'univers, ce qui s'y passe, ne serait-ce que juste regarder les illustrations où tu sens que c'est frénétique. On sent que l'action est incroyable. Et voilà, et moi, ça m'avait fasciné. Bah, nous sommes en communion d'esprit. Voilà, et écoute, je pense qu'on peut le dire sans aucun problème. Sinon, les noms aussi me fascinaient, comme la marque jaune. Non, M le maudit. Non, c'est pas M le maudit, la marque jaune. Ouais. Oui, c'est la marque jaune. C'est un film de Fritz Lang, M le maudit. Sinon, il y a les 3 formules du professeur Sato, qui m'avait fasciné parce que, ne serait-ce que la couverture avec ce grand visage qui apparaît et tout ça. En fait, il y a toujours eu des noms complètement fous. Enfin,
pour moi, les BD de Blake et Mortimer se détachaient vraiment de tout ce que je connaissais des BD. Par le nom, par l'illustration et par ce qu'il semblait s'y passer. C'est vrai que les illustrations sont quand même bien faites, ouais, et ça donne envie de, déjà la couverture, la couverture, c'est toujours quelque chose où c'est un peu comme mais on en parlera certainement dans une émission là-dessus. Moi, en illustrateur, ce qui me fascine, c'est Druyet, par exemple. Druyet, dès qu'on voit une couverture, on se dit oula, il se passe quelque chose, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de plonger dans cet univers. Ou comme le deuxième dessinateur de Picsou, j'ai oublié le nom. dont Alphonse nous avait parlé, où il y a toujours des détails, il se passe toujours quelque chose sur une planche. Et voilà, les couvertures de Blake et Mortimer sont pour moi fascinantes. Déjà un voyage en soi. C'est-à-dire que même si tu la lis pas tout de suite, par exemple, t'es en voiture, on dit non, tu la lis à la maison, tu peux regarder ne serait-ce que la couverture et déjà commencer à vraiment voyager, à regarder les détails. C'est un très très grand dessinateur, Edgar P. Jacobs. Et grand scénariste aussi. Oui. Eh bien, écoute, est-ce que tu as une conclusion à apporter à ta chronique, mon cher Duchâssis ? Non, j'ai pas fait mes devoirs. Ah, d'accord, mais tu aurais pu venir en disant juste lisez Blake et Mortimer, c'est trop bien. C'est trop top. Oui. Non, mais c'est vrai, je conseille fortement, effectivement. Donc, lequel tu conseillerais pour commencer parce que le piège diabolique est quand même un peu à part. Hein, ouais. Vu que Blake apparaît, c'est vraiment Mortimer qui est le protagoniste principal. Tiens, c'est une bonne question. Ça peut-être le mystère de la Grande Pyramide. Après, sachant qu'il y a 2 tomes, donc il faudrait avoir les 2 ensemble. Je sais pas. Ou la Marque Jaune, pour commencer. Marque Jaune, peut-être le plus connu, le plus mainstream. Ouais. Le plus grand public. Voilà, pour dire. Je vais mettre aussi un euro parce dans le cochon. Que les lire dans l'ordre des sorties, c'est pas bon. Non, il y a pas vraiment d'ordre en fait. On peut les lire indépendamment, sauf certains. Ils sont tous des stand-alone un peu. Oui, presque tous, oui. Sauf ceux, bien sûr, où il y a tome 1, tome 2. D'accord, et écoute, la Marque Jaune, à la rigueur, serait peut-être le plus évident pour commencer, parce que c'est vraiment le plus connu. Hein. C'est un symbole qui revient en plus assez souvent, cette espèce de... Oui, ce grand M jaune sur le mur de Londres, effectivement, oui, c'est la marque de fabrique de Blake et Mortimer, oui. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique, Duchâssis, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour cette plongée dans le macrocosme qui était dans ce microcosme qu'est Edgar P. Jacobs. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser à tous le mot de la fin. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette émission ? Le mot de la fin, écoute, merci Ambrose pour l'organisation, c'était super, et un grand plaisir pour moi de te retrouver et de retrouver le comptoir, et puis j'espère à bientôt. Audric, un petit mot pour la fin. J'espère que toutes ces chroniques vont éveiller votre curiosité, en tout cas celle de Mathieu et Duchâssis l'ont fait pour moi, et j'espère que tous nos auditeurs seront curieux et se renseigneront sur le Bitcoin. Très bien. Et à toi, Duchâssis. Bon, j'ai que 5 secondes. Je vais juste te dire que je suis content de vous avoir retrouvé avec, cette fois-ci, un micro de bonne qualité. Voilà. Oui, très bien. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de vous avoir tous les trois pour cette émission. Ça a été un très bon moment. Merci à vous d'avoir partagé vos passions et vos intérêts. Et puis, écoutez, on invite les auditeurs à nous retrouver sur www.lesbraves.org ou alors sur la chaîne YouTube sur laquelle ils sont. On vous remercie. On espère que vous avez passé un bon moment. Bonne soirée à tous.